Lorsqu'il était en forme normale, il avait son beau chapeau de paille que l'on connaît aujourd'hui, puisque c'est celui qu'il a donné à Roger, avant que celui-ci ne le donne lui-même à Shanks, avant que ce dernier, finalement, le rende à son propriétaire originel, Monkey D. Luffy. Ah, les problèmes, les mecs, il arrive, il est de retour. Bientôt, les mecs, ça arrive. Préparez-vous. Préparez-vous parce que lui, c'est pire que Shiryu. Hein. Shiryu aiguisé sa lame pour que l'on puisse rire. Il a fait quoi? Il a planté Iron Parp. Bon, il s'est retrouvé inerte, hein, le pauvre, il en pouvait plus. Là, c'est pire. Là, Dragon se prépare pour que l'on puisse non pas rire, mais pour que l'on puisse exploser de joie. Et pour que l'on soit choqué. Donc préparez-vous à être choqué. L'année du dragon. On y est, les mecs. Ouais, la différence entre lui et un personnage qui était, qui était concrètement sur Marineford, c'est que lui, on l'a jamais vu. Donc lui, concrètement, vu ce qu'il représente, quand il va venir, il va faire des trucs de fou. Et il pourra pas se faire chier dessus. Voilà, parce que c'est comme ça. Le mec est écrit de sorte à ce que il nous choque, il choque la terre entière sans se faire chier dessus. Ou en tout cas, pas dans l'immédiat, enfin... pas ce qui aura directement suivi son apparition, ça c'est sûr. A contrario, voilà, quand t'as un Kizaru qui était sur Marineford, voilà, Egghead, c'est fini quoi, t'as donné ce que t'as donné, maintenant on peut te chier dessus. Bon bah là c'est pareil. C'est comme pour Garling. Garling c'est un perso, voilà, qui est écrit de sorte à ce qu'il ne se fera pas chier dessus directement, c'est pas possible. Par contre, c'est un truc qu'on aurait pu utiliser pour Aramaki. Aramaki parce que il y avait une espèce de hype, et d'ailleurs c'était un argument qui avait été utilisé pour dire ouais Oda ne l'aurait pas teasé depuis autant de temps. Ouais mais le problème c'est qu'en fait Oda n'a pas vraiment teasé Rokugo quoi. Rokugo c'est un amiral, il l'a montré une fois en train de parler vite fait avec Fujitora. C'est tout, le mec il s'est fait chier dessus parce que bon c'est pas non plus un truc qui est dérangeant qu'il se fasse chier dessus. Il est dans son rôle, hein. C'est un amiral qui peut se faire chier dessus à tout moment. Garling c'est différent, il a une position différente, tout comme Dragon. Tant que l'humanité aspirera à connaître le sens du mot liberté, voilà. Voilà pourquoi des gens comme Dragon ne se font pas chier dessus. Le mot liberté, les mecs. Hein. Et pour finir en beauté, ce qu'on estime être vraiment... Pour finir en beauté, on parle de l'horrible Pizarro qui s'est fait one-shot, qui s'est fait no-diff. Très très beau dans ce chapitre, ce sont les phrases de Dory et Brogy, plus particulièrement celle de Dory à la fin, qui disent « Ne savent-ils pas qu'il existe pourtant des choses qui dans ce monde ne peuvent être arrêtées ?» C'est magnifique parce que cette phrase, si vous êtes vraiment un vrai fan de One Piece, là il y en a la moitié qui sont en mode comment ça. Je veux dire, c'était il y a quand même vingtaine d'années, lorsqu'au chapitre 100 pile de... Qui ne peuvent être arrêtés dans la version manga plus. C'est la même phrase. Je me souviens plus. Je crois qu'il dit un truc du genre... Ouais, je crois que c'est ça, hein, un truc préparé, je crois. C'est pas arrêté, c'est... Ah non, il n'y a rien au hasard. Rien n'arrive au hasard en ce bas monde. One Piece, Eiichiro Oda avait dessiné des paroles exclusives du narrateur de Goldie Roger. Pris d'un élan, Oda s'est dit je vais marquer des citations de Roger ici, et des citations qui vraiment ont pris tellement de forme. Ah oui, parce que c'est le très grand Goldie Roger, le roi des pirates. Hein. Si on prend la phrase des géants, l'adage qui dit que le plus fort n'a jamais tort, et bah Goldie Roger n'a jamais tort les mecs. Hein. Carrément, le mec, il a fallu que c'est lui qui se sacrifie entre guillemets pour le monde. Hein. Il s'est rendu à la marine, il était beaucoup trop fort, insaisissable, inarrêtable. Le roi des pirates. Voilà, il y a les pirates, il y a le roi des pirates, il est au-dessus. Believe qui présente pour la... Par définition, voilà, on comprend qui est le bonhomme. Hein. Il n'a jamais tort, c'est tout. Dory et Brogy, c'était vraiment l'opening de Dory et Brogy. Et dans ce générique, on a les paroles du chapitre 100. La passion et les rêves sont comme le temps, rien ne peut les arrêter et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à donner un sens au mot liberté. Part n'a jamais tort, ouais, c'est ça, ouais. Par puis se trompe toujours, ouais. Et ça, je pense que si Eiichiro Oda, il a pris le temps de le mettre au chapitre 100, c'est franchement pas pour rien, c'est parce que c'est vraiment toute la définition cachée de One Piece. À la fois du sens métaphorique, mais également du spoil narratif que représente 106 tomes de One Piece. Luffy, Nika, la liberté, plus tu es libre, plus tu souris, plus tu es fort, et qu'il y a les rêves, et Luffy bat les rêves des autres, et le sien, c'était quelque chose qui traverse le temps, puisque c'était il y a 800 ans, et on nous dit que à travers le temps, les rêves, comme le temps, ne peuvent être arrêtés, et il a fallu attendre du coup 1006 chapitres de plus pour qu'on nous dise enfin de la part de Allez les mecs, on parle de Kizaru là. Ne savent-ils pas qu'il y a des choses dans ce monde qui ne peuvent être arrêtées? Brillant. Et c'est sans compter les paroles de Silver Riley au chapitre 6. Voilà. Là, je suis un petit peu plus hypé. Là, c'est intéressant. Ouais, là, on parle de qui? Seigneur des ténèbres, les mecs. 603. Là, c'est chaud. Un mec comme Riley, quand il parle, tu l'écoutes.
sur les falaises de Sabaody, qui nous disait également que tout ce qu'il se passe est inévitable et que petit à petit le destin prend Ray, il a dit tout ce qui doit se passer, se passera. forme inexorablement. On a toute cette poésie qui tourne autour de la passion et des rêves qui ne peuvent pas être arrêtés. Alors ici, bien évidemment que Dory et Broggy vont retrouver Luffy. Et c'est les fils. C'est incroyable parce que je me dis qu'au final, la prochaine étape c'est quoi? La prochaine étape c'est que Luffy retrouve Shanks. Et je trouve ça mais fascinant pour une histoire sur si long terme de proposer une telle expérience. Je pense que beaucoup de fans de One Piece n'étaient même pas nés en 1999 lorsque Dory et Broggy étaient introduits. Et aujourd'hui on y est 2024 et ils ont pas changé vu que c'est des géants. On a tous grandi, certains ont vieilli, mais eux c'est les mêmes et ils sont de retour. Oui, la poésie parle de Kizaru maintenant. Le pire, hein, c'est que Kizaru en lui-même prend une grande part du chapitre, dans la mesure où c'est lui qui allait mettre un terme à beaucoup de vies, Bonnie et Kuma, et Luffy, bon bah le truc du soleil, ce qui représentait tout, il le montre surtout en giflant Kizaru. Donc il le gifle, première étape, et après on a la fameuse page où le mec rigole et tout. Donc c'est vrai que c'est important de parler de Kizaru. J'ai cru que tu t'étais blanchi les cheveux. Qu'est-ce que tu racontes? Mais alors si les retrouvailles entre Dory, Broggy et Luffy sont très attendues, il y a aussi une rencontre qu'on attend tous de voir, c'est celle entre Nika et Kuma. Enfin, ça y est, le boucanier va avoir... Ouais, moi j'attends plus que tu parles de la rencontre entre Kizaru et la main de Luffy. Ouais, c'est une rencontre, voilà, j'ai envie que tu en parles, c'est quand même intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. La petite gifle de Luffy sur Kizaru, voilà, Kizaru a eu la grande chance de rencontrer voilà, la petite gifle. Donc ouais, je serais un peu bien d'en parler, mais bon, pour l'instant ça parle de la dernière danse de Kuma. J'en ai parlé un petit peu la semaine, bon, il y a 2 semaines, j'avais un petit peu chié sur Pumba, j'avais dit que si Pumba meurt en dansant, je trouverais ça un petit peu, voilà quoi. Mais bon, peut-être que si ça arrive, peut-être que ce sera beau et que je dirai waouh. Mais bon, c'est pas un truc qui me transcende d'avance, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas un truc que je me dis, le mec il va danser, il va mourir, bon. Sa récompense, il va... Reste avec ta fille, je pense que c'est mieux, quoi. Pouvoir observer celui qu'il prie depuis tout petit, le dieu du soleil, Nika, Bonnie... Parce qu'il y a des gens, ils veulent que des persos meurent comme Pumba, mais pas des persos comme Kizaru. Moi, si vous me demandez, vous me dites si tu veux que quelqu'un meure sur Egghead... Bah, je préférais quand même 1000 fois Saturne, parce que bon, il y a 5 doyens, et Kizaru, parce que Jay a d'autres amiraux, et surtout, Kizaru a donné ce qu'il avait à donner, quoi, concrètement, à quoi il sert pour la suite, lui. Un combat final pour la fin d'OP, c'est bon, t'as plus besoin de lui, quoi. Kizaru, à la limite, il meurt demain, qu'est-ce que ça change? Rien, c'est bon, ça finit, le soumis meurt, quoi, c'est bon, t'as eu une vie entière de soumis, t'as été soumis toute ta vie, voilà, tu meurs en soumis, voilà, c'est tout ce que tu mérites. Crever comme un chien, comme une petite merde que t'es. Donc concrètement, voilà, alors que Kuma, le pauvre, il vient enfin de revoir sa fille, voilà, vouloir que Kuma meure, en vrai, c'est pas mieux que Kizaru meure, ce serait quand même mieux, pas Kuma, enfin, ouais, mais ce serait triste pour Kuma, ouais, bah, franchement, ils viennent de retrouver sa fille, les mecs, c'est bien, enfin, laissez-le tranquille un petit peu. Alors que Kizaru, bon, effectivement, ce serait pas triste, très triste dans la mesure où Kizaru est une merde, mais bon, au moins il aurait eu ce qu'il mérite, voilà. Et là, il observe et fait enfin le lien. Monkey D. Luffy est celui que son père a sauvé. On remarque alors que Luffy est un pari sur l'avenir de Kuma, tout comme il a été le pari sur l'avenir de Shanks le Roux, qui était prêt à perdre un bras pour lui. Kuma a fait exactement la même chose, parce qu'il a sauvé sa fille en abandonnant son humanité, mais lorsque sa fille... le mec, il a sauvé sa fille, il a sacrifié son humanité, le mec, il a aidé les Mugiwara et tout, le mec mérite de vivre. C'est bien un mec sur cette foutue île qui mérite de vivre, hors Mugi, bien évidemment. C'est Pumba, faut être honnête, les mecs. Il pourra observer le soleil. Qu'on le laisse tranquille, voilà, je vais commencer à manifester, moi aussi. Qu'on laisse Pumba tranquille.
La saphirite ne fera plus effet sur son corps. Qui allait la protéger? Eh bien ça, Kuma devait le savoir. Voilà pourquoi il a séparé les Mugiwara il y a 2 ans sur Sabaody pour les protéger. Parce que lui-même le disait, ils ne sont pas encore prêts. Mais ça y est. Ah oui, regardez-moi ce patron, il les a envoyés parfaitement, il les a parfaitement envoyés dans les endroits parfaits. Regardez-moi ça, il a envoyé Zoro chez son pote Mihawk. C'est pas magnifique ça? Il a envoyé l'épéiste pour être entraîné par le meilleur épéiste au monde. C'est un truc de fou furieux les mecs. Eh oui, c'est Pumba, donc on le laisse tranquille s'il vous plaît. Ah, c'est grâce à Kuma. Bartholomew Kuma s'est révélé être un grand allié. Bah oui, laissons-le tranquille. Libérez Kuma, rendez-lui sa conscience. Rendez la conscience de Kuma. Et qu'on le laisse tranquille, arrêtez de vouloir sa mort les mecs. Franky le disait lui-même, on doit une fière chandelle à cet homme, parce qu'il est celui qui a sauvé le futur, et qui permet aujourd'hui à Bonnie... Mais ça que je comprends pas. Pour Kuma, il y en a beaucoup qui ont fait genre, son histoire elle est triste, on a pleuré, j'ai jamais vu un truc aussi triste. Et puis il continue à dire, oui mais Kuma c'est un GOAT, c'est le plus grand personnage, il a aidé les Mugiwara, mais vous voulez qu'il meure aussi. Faut pas souhaiter la mort aux gens comme ça les mecs, c'est pas bien. Observez le soleil. Regardez ces 2 cases, on a un très beau... Et puis surtout que bon, s'il meurt vraiment alors que Luffy est là, bon, guerrier libérateur, Nika, voilà, si le mec meurt en plus alors que Luffy est là, c'est chaud quoi, mais bon. Parallèle pour nous montrer que, enfin, Kuma et Bonnie, grâce à Luffy, sont libres. De manière très attendue, le fameux Ordre 66 qu'on vous tease depuis plusieurs mois, où on estimait qu'il y allait avoir un niveau de hiérarchie supérieur au Gorosei, donc Saturne lui-même sur place, est en réalité attribué à Diewerly Bonnie. L'infâme Flop Gucci a le même niveau d'autorité que Papou. Magnifique. On se dit que ça aurait été quelque chose qui aurait été... Et big up à Vegapunk d'avoir fait ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire une masterclass vis-à-vis de la puce de commandement. C'est un truc qu'on avait dit au tout début. On avait dit que si vraiment il avait pas vraiment de plan et tout, voilà, ce serait quand même un scientifique raté. Mais non, finalement, c'est un très bon scientifique. Parfait avec Monkey D. Dragon, peut-être que c'est d'ailleurs toujours le cas, on ne sait pas. Mais pour le moment, ce pouvoir est attribué à Bonnie, puisque Vegapunk nous avait dit dans le chapitre précédent qu'il trouvait ça vraiment très regrettable que Bonnie soit tuée par quelque chose qui ressemble à son padre. Du coup, on a la suite de ce monologue cette semaine qui nous dit en réalité, t'inquiète pas Bonnie ma petite Russ, je vais mettre un ordre secret qui fait que si tu préfères que les pacifistas s'en... C'est même pas une autorité pour Lucci, tu peux donner la même à une pierre. Attends, bonne question. Tu penses que Lucci, genre, dans l'échelle de commandement en termes d'autorité, tu penses que c'est pareil qu'un marine normal? Tu penses que c'est la même? Je sais pas, ça a été dit ou sous-entendu, je sais même pas honnêtement. En prennent à autrui, tu peux, vas-y, fonce. Et de ce fait, dans sa détresse, Bonnie va retourner les pacifistas. Voilà, magnifique, on détruit tout les mecs, allez. La marine d'ailleurs, et Shiroda là, il a été quand même vraiment très brillant dans ses explosions. Sauf qu'il y a beaucoup de substances, les bateaux qui pètent de partout. Même Dory et Brody à la fin, c'est vraiment magnifique. Mais alors les explosions, j'ai envie de les manger, les explosions, elles sont trop belles. Cependant, reste à savoir si cet ordre peut s'appliquer à l'ensemble des créations de Vegapunk, à savoir donc les séraphins, puisque c'est un atout vraiment très important pour la suite de l'œuvre. C'est les êtres humains les plus puissant du monde, comme le dit Vegapunk lui-même. Cependant, celui-ci a précisé dans son monologue « Je ne laisserai pas quelqu'un avoir la même tête que ton père te faire du mal » et de ce fait, j'ai mis un ordre qui fait... Très grande masterclass de Vegapunk, hein, voilà. Il nous fait kiffer Vegapunk, donc big up à lui. N'importe qui a la tête de Kuma ne pourra pas t'attaquer. Potentiellement, le S-Beer également pourrait répondre à Bonnie, mais pas les autres. Alors, dites-nous en commentaire, est-ce que vous pensez que Bonnie a le pouvoir de contrôler les... Non, moi je veux que tu parles de Kizaru, frérot. 50. Je veux que tu parles de Kizaru, frérot, on attend là. Tic-tac, frérot, Kizaru, on attend là. Ainsi que tous les séraphins, ce qui en ferait d'elle une arme antique, la meuf. Hein, je veux dire, vous avez Poséidon qui contrôlerait les mers, mais alors sur Terre, il y a Bonnie qui fait la loi. Hein. C'est vrai que le pouvoir de Bonnie, déjà avec son fruit du démon si spécial, et aujourd'hui avec le contrôle des séraphins et des pacifistas, serait littéralement un des personnages féminins les plus puissants de toute l'œuvre. C'est ultra intéressant, mais aussi très intriguant, donc on aimerait bien savoir ce que vous en pensez. Parce que si puissante qu'elle est, elle a toujours 12 ans, et donc elle n'a pas eu le temps de sauver le professeur Vegapunk. Aïe, Saturne.
Aïe aïe aïe, Saturne, franchement, t'abuses, hein. Ah, je t'ai plus ou moins défendu, Saturne, en disant que, voilà, tu dégageais une certaine chose, que, voilà, tu représentais quelque chose. Venir fumer Vegapunk comme ça, bon, c'est pas beau, quoi. C'est pas fou. Toute honnêteté, je trouve ça pas fou. Maintenant, il est dans son rôle, hein, bien évidemment, mais... Ouais, l'image c'est mauvais, Saturne. Tu vaux mieux que ça, normalement. Alors est-ce que Vegapunk va mourir? En effet, tout comme un capitaine avec son navire, il semblerait que Vegapunk va couler avec Egghead. Et donc, un parallèle clair pourrait être fait entre les deux grands professeurs de One Piece, Clover et Vegapunk, les deux disparaissant dans les flammes avec leur île et avec le savoir que cela représente, mais ayant le temps tout de même de transmettre la connaissance au futur. Si la volonté de Clover fut transmise chez Nico Robin pour l'archéologie, la volonté de la science et de Vegapunk pourrait être transmise chez Franky. Et le rêve du génie de trouver une énergie réutilisable à l'infini pourrait être réalisé par Luffy et son pouvoir solaire. Alors du coup, dites-le nous en commentaire. Est-ce que vous voyez le professeur Vegapunk mourir sur Egghead Island, ou bien est-ce que... Ce serait dommage que Vegapunk meure, hein. En honnêteté, le mec, voilà, ses travaux, il les a fait pour l'humanité, comme il le dit. Voilà, le rêve pour l'humanité, l'énergie, voilà, la connaissance. Le mec, il a travaillé pour. Si le mec meurt, c'est chaud quand même, hein. Franchement. Voilà, pareil, c'est comme pour Kuma. Tout comme j'ai pas envie que Kuma... Bon, c'est pas pour la même raison. Mais bon, Kuma, c'est plus le côté... Bon, quoique, Kuma peut être utile également à Dragon, donc même. Mais voilà, Vegapunk... S'il meurt, c'est chaud quand même, franchement. Qu'il va suivre les Mugiwara sur Elbaf. On aimerait beaucoup connaître votre avis. Pour le coup, je suis pour. Sur une autre note, un peu plus négative, j'aimerais émettre une crainte qui est... Tiens, j'aimerais émettre une crainte. De l'utilisation des Mugiwara sur Egghead Island. Mais par pitié, vu que tu nous parles de crainte, parle de Kizaru, frérot. On attend, là, frérot, ça fait 30 minutes.